c'est grave. Mais on peut accepter et aller voir les experts pour rejeter. Je ne sais pas si vous suivez l'étape de ce que je dis. La nuit, on sait que vous avez peur, par exemple, de l'hibou. On peut astralement emmener l'hibou, par exemple, on sait que vous sortez, vous revenez tard, à se planter devant, sur votre porte. Vous voyez, excusez-moi, si vous ne savez pas faire, vous rentrez dans des séries de catastrophes. Parce que vous avez peur. À lui lancer les pierres. Lancer des pierres et donc pour mon oisé. Bon, d'accord. Allez, il est l'heure. C'est pour vous dire simplement que le phare, c'est une grande école. Et que nous remercions vraiment et sincèrement ceux qui ont proposé ces ouvrages de nous ramener. Et permettez que nous remercions nos deux amis qui sont passés avant nous. Parce que là, j'avoue que l'audace est en train de revenir dans ce pays. Donc à Moussa Raimi, vous nous rassurez que le phare, ce n'est pas du vaudou? Même remarquez que le phare n'a même... Où vous avez vu un temple de phare où on adore, on a des rites. Non, 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 s'il vous plaît. Mais par contre, il y a les facultés. Vous donc, pouvez aller... Tout le monde peut consulter le phare. Merci. Allez, il est l'heure. D'accord. Il est l'heure. À Moussa Raimi, merci. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. On va encore découvrir bien d'autres choses. S'il plaît à Dieu. Merci d'être venu. Bon lundi à vous. À vous aussi. Allez, il est déjà 7 h, c'est l'heure du bulletin. C'est une présentation de Christelle Tongolo. C'est tout de suite. Voilà, nous sommes le lundi, il est déjà 7 h par ici. Aujourd'hui, c'est Edjeacho Tongodo qui nous présente le bulletin d'information. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. J'aime bien vous appeler Edjeacho. C'est vrai. Je ne réponds pas à vos critiques. Bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin d'information. Le parti du bloc progressiste continue de recevoir de nouvelles adhésions. Le parti social-démocrate rallie cette grande famille de la mouvance en gestation. La décision a été prise au terme du congrès extraordinaire du PSD tenu ce samedi à Abomey-Calavi. Reportage. L'aube nouvelle résonne et le Parti social-démocrate entérine sa liquéfaction politique conformément à la nouvelle charte des partis politiques et aux réformes du système partisan. Les délégués au Congrès se sont félicités de la réussite des travaux. Ils ont à l'unanimité, et ce conformément aux dispositions de l'article 34 des statuts, décidé de la fusion du Parti social-démocrate avec d'autres formations politiques en vue de la création du Parti du bloc progressiste en création. Avant de voir le bout du tunnel, les délégués présents au Congrès ont eu droit à l'apologie d'un choix qui s'impose à tous. La convergence de points de vue entre l'exécutif et le Parlement a permis que l'Assemblée nationale vote la loi 2018-23 du 26 juillet 2018 portant charte des partis politiques qui encadre désormais la vie des partis politiques au Bénin. L'objectif visé par cette loi, c'est d'inciter au regroupement des forces politiques, de mettre fin à l'émiettement des partis politiques, de mettre fin aux partis claniques, aux partis familiaux, aux partis de copains et de coquins. L'idée a été annoncée de la formation d'un bloc unique. Par la suite, on est allé à 3 blocs. On est revenu avec les avis éclairés du chef de l'État à 2 blocs autour du président de la République. Le bloc progressiste auquel nous appartenons et le bloc appelé aujourd'hui la dynamique républicaine. Je voudrais que nous partions d'ici à l'esprit que le père de la révolution chinoise disait
L'expérience est comme une lanterne allumée sur le dos du marcheur et qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Le penchant de la social-démocratie comme étant la philosophie politique du nouveau bloc en gestation doit transparaître comme un privilège aux militants du Parti social-démocrate. Un privilège à mettre au service de tous les autres partis frères, sœurs, au sein du nouveau bloc en gestation. Nous devons comprendre tous, au sein du nouveau bloc progressiste, que dans toute entreprise humaine, au-delà du caractère objectif des rapports entre les composantes de la société, la victoire première des hommes est d'abord et avant tout le produit de la volonté des hommes de vivre ensemble. Le PSD, Parti social-démocrate, finit son destin personnel au profit de celui en commun que véhicule le bloc progressiste. Inexorablement, la spirale d'assainissement de l'arène politique au Bénin est en marche. On reste en politique pour parler de la sortie officielle du mouvement EP Entendez ensemble pour la patrie, occasion pour mobiliser l'arrondissement de Togba autour du bloc progressiste. Voyons le reportage de Patrick Jossou. Togba est bloqué progressiste. Oui, tout Togba et ses environs bloqués pour le bloc progressiste. Une annonce et une affiche que confirme la foultitude venue de tous les coins et recoins de Togba, 3e arrondissement le plus peuplé d'Abomey-Calavi, commune la plus peuplée du pays. Autrefois promesse du candidat M. Patrice Talon, la réorganisation du paysage politique est en passe de devenir une réalité. Les filles et fils de Togba n'entendent pas être spectateurs d'un événement si important. Plus acteurs que spectateurs de la rupture dès le départ sont les habitants de Togba, affirment les jeunes qui confirment que le PAG, programme d'action du gouvernement, a pour bras opérationnel ici à Togba le chef d'arrondissement Pierre Gbayon. Gbayon Pierre n'est plus à présenter à Calavi, puisque ses nombreuses actions dans le social sont assez parlantes. J'en veux pour preuve le reprofilage des voies et pistes d'accès, souvent sur fonds propres. Il est pierre, et sur cette pierre, Togba se construit petit à petit avec de petits sentiers devenus grands chantiers de route. C'est le lieu, en parlant de grands chantiers, d'évoquer la double voie Pota Togba via Kokokodi, la construction de la centrale thermique de 120 MW à Maria Greta dans l'arrondissement de Togba. La cité administrative, c'est ici, c'est devant vous là. À 100 mètres de là où on est ici. Tant de réalisations qui justifient notre soutien aux actions du gouvernement. Ensemble pour la patrie, EP en abrégé, c'est le nom du nouveau parti. L'EP opère donc son choix identitaire. Après analyse, notre mouvement, votre mouvement Ensemble pour la patrie, fait aussitôt son adhésion au bloc progressiste. Nous sommes prêts à 100% pour travailler ensemble. À 100%, le maire de la commune approuve cette option politique. Nous allons faire du 100% ici, je vous le rassure. Je vous exprime ma joie aujourd'hui de me retrouver ici. Débordant aussi de joie, le ministre de la décentralisation appuie cette approbation. Au nom du bloc progressiste, je voudrais saluer l'initiative et leur souhaiter les bienvenus. C'est donc clair et net. Tous ensemble pour la patrie, les fils et filles de la 6e circonscription électorale et de Togba sautent dans les bras ouverts du bloc progressiste. Tournée statutaire du préfet de la Liborie, l'autorité préfectorale a parcouru les 6 communes de son département. Il s'est agi pour l'autorité de faire le bilan à chaque niveau afin de faire face aux défis qui restent à relever. Reportage. De Karimama à Banikwara, en passant par Malanville, Segmana, Kandi et Gorgounou, l'occasion a été de bilan et d'échanges où les élus dressent ces quelques difficultés. Le manque des agents d'encadreurs pour les organisations paysannes des cultures vivrières depuis le départ des techniciens du CADER.
l'inaccessibilité des différentes localités de la commune en saison pluvieuse. La construction d'une digue de protection en vue de lutter contre les inondations cycliques, le fonctionnement irrégulier des organes infracommunaux. La non-animation des marchés locaux et la présence du marché de Samia, petite localité nigériane, ce qui entraîne l'utilisation dominante de la monnaie nigériane dans les transactions commerciales. La transhumance qui est un grand fléau. L'incivisme fiscal des populations. L'insécurité aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. L'éloignement des centres d'établissement des pièces des motos. Les difficultés d'accès aux soins dus à la fermeture sans mesure d'accompagnement des cabinets privés de santé. L'achèvement du centre de santé de Soroko et de Somperekou sont toujours attendus par les populations. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans faire mention de la crise qui secoue le conseil communal depuis août 2018. L'autorité de tutelle est satisfaite en général de cette tournée et invite les communes à redoubler d'efforts pour un bilan meilleur. Je peux me réjouir de ce que la gouvernance locale se porte bien et mon souhait c'est qu'elle se porte mieux. Un peu partout, nous avons constaté d'une commune à une autre, il y a des avancées dans le cadre, n'est-ce pas, du fonctionnement des organes communaux et infracommunaux. Le préfet et sa délégation donnent l'assurance de leur entière disponibilité à accompagner les communes dans leur développement. CIF Group, en partenariat avec certaines structures financières, célèbre au Bénin la première édition de la Journée mondiale de l'épargne, une célébration autour du thème « La culture de l'épargne à l'ère du digital ». Elle réunit les acteurs du système numérique. Reportage. L'épargne n'est pas que l'affaire des riches. Les personnes à faible revenu financier peuvent aussi mettre de l'argent de côté pour réussir à changer cette ancienne perception sur la collecte de l'épargne. Une éducation financière de la population en la matière est primordiale, surtout à l'ère du numérique. Les innovations donc, dans les secteurs des TIC ont littéralement explosé ces derniers temps, entraînant donc un développement sans précédent dans les systèmes de transfert de fonds. Le boom de la téléphonie mobile constaté ces dernières années a entraîné l'expansion du mobile money. Cette révolution technologique contribue aujourd'hui fortement à la croissance économique. Il est donc important que les acteurs débattent de façon périodique sur des thématiques concernant donc la mobilisation de l'épargne, associant donc la technologie. L'épargne digitalisée présente d'énormes avantages, mais elle soulève bien des doutes qui sont aussitôt dissipés à la lumière des explications apportées par les acteurs de la FinTech. Il faut sécuriser les process. La cybersécurité, c'est important. Parce que pour le consommateur, s'il n'a pas l'assurance que son épargne est sécurisée, que le process est sécurisé, eh bien, il a bien peur. Il faudrait qu'on s'assure aussi que les services d'épargne digitale ne menacent pas la santé, la vie et l'équilibre financier du consommateur. Le numérique permet également de faciliter et de sécuriser, j'allais dire, notre épargne. La traçabilité de notre épargne est assurée à travers ces multiples plateformes que les acteurs de l'écosystème de la FinTech, je pense qu'ils sont présents ici, viennent à déployer. Et donc l'avantage que cette activité a et qu'il me plaît de souligner, c'est de mettre ensemble ces structures financières ensemble avec les acteurs de la FinTech. Et c'est seulement de cette façon-là que les acteurs de la FinTech pourront proposer les solutions innovantes, mais aussi plus adaptées aux besoins de ces structures et qui permettront d'accrocher davantage ces populations. L'épargne n'est pas destinée à une frange de la population, elle est pour tous. Mieux, avec le numérique, cet instrument devient plus accessible.
France Volontaire, en partenariat avec l'Institut français de Cotonou, célèbre la journée du volontariat français. Le thème retenu cette année est volontaire et citoyen du monde. L'accent est mis sur le principe de réciprocité dans le volontariat qui consiste à accueillir en France des volontaires des pays partenaires. Se mettre au service des autres, c'est la mission première du volontaire. Un sacerdoce pour ces hommes et femmes de diverses cultures. La journée du volontariat français est pour le Bénin une occasion de toucher du doigt les actions des volontaires. En 2 ans, le programme de volontariat d'expertise professionnelle a ainsi permis à plus de 5800 jeunes béninois d'apporter leur appui au développement national et par la même occasion améliorer leur profil professionnel et renforcer leur employabilité. Les défis du XXIe siècle sont immenses et les volontaires sont des acteurs incontournables dans la réalisation de ces défis. En tant que citoyens du monde, ils s'engagent dans l'action de façon désintéressée aux côtés des populations. En 2019, nous travaillerons avec France Volontaire et ses différents partenaires à mesurer l'impact de vos missions en termes de réalisation et de contribution aux politiques publiques, notamment au regard des objectifs de développement durable et des orientations stratégiques retenues par le gouvernement du Bénin. La journée du volontariat français est également une rencontre de partage, de solidarité et d'adaptation de chaque volontaire. Il renforce son engagement citoyen, son esprit de solidarité, son sens du respect d'autrui et contribue ainsi à la cohésion sociale, à la paix, au développement humain. Par ces temps de repli sur soi, de violence et de haine d'autrui, nous comprenons la portée fondamentale des valeurs que défendent les acteurs du volontariat. En 2018, vous avez été près de 80 volontaires engagés dans une mission longue, en service civique ou en volontariat de solidarité internationale. Vous intervenez dans des secteurs au plus près des populations, et j'insiste sur cet aspect de votre mission. Dans les domaines de la santé, de l'environnement, l'éducation de base et l'action sociale, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, les services urbains, la culture aussi. Le volontariat facilite les liens entre les sociétés, le brassage culturel et l'internationalisation des territoires. Le Café Média Plus du vendredi 2 novembre 2018 a reçu parmi ses panélistes le maire de Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Il est venu partager sa vision du monde sur la question des valeurs universelles, réinventer l'actuel modèle des expositions universelles. C'est ce qu'il préconise Nicanor Kovi. Un drôle d'oiseau atterrit ce jour dans ce nid d'habitués du Café Média Plus. Jean-Christophe Fromentin est maire de Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Plus qu'une tasse, il est venu partager dans ce café des idées, mais des idées sur les valeurs universelles. Je suis venu débattre sur ce risque que l'on confonde l'universalité avec l'uniformité. La moindre richesse dans un village du fin fond du Bénin, comme la moindre richesse dans la banlieue de telle ville du monde, c'est un trésor. Des trésors singuliers dans leurs différences, des différences à mettre en avant, mais pas sur le même standard, préconise-t-il. Pour ce faire, la croisade de ce pèlerin volontariste a dans le viseur certains des rassemblements les plus vieux du monde moderne, les expositions universelles. Je pense qu'il faut réinventer, réimaginer le modèle des expos universelles. Pas forcément sous forme d'exposition, pas forcément sous forme d'événement, mais un modèle dans lequel tout le monde peut s'exprimer, à la fois le pays d'Afrique, l'artisan du fin fond du Bénin, comme un industriel, comme un artiste américain, comme les start-up chinoises. Des idées pour lesquelles il est prêt à écouter, des idées comme des ingrédients qui attendent d'être mis en cuisson dans une recette dont il n'a pas encore trouvé la formule. La dynamique qu'on peut créer, elle sera universelle si chacun apporte des idées, de la culture, des réseaux, des idées nouvelles. Et qu'à ce moment-là, on pourra donner
beaucoup de puissance à ce projet universel et peut-être à ce nouveau format de grandes rencontres, de grandes mobilisations universelles. Et on n'a pas besoin des États, on n'a pas besoin de milliards, on a peut-être besoin d'abord de semer partout dans le monde cette idée et ensuite de la faire fructifier si elle mérite de fructifier. Peut-être un projet dès mars prochain au Musée de l'Homme. En attendant, le maire de Neuilly-sur-Seine vogue de contrée en contrée pour semer la graine de l'universalité. C'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin. Et puis, nous poursuivons notre émission. On vous rappelle simplement la question du jour relative au code du numérique, intox, des informations, et puis diffamation et autres sur les réseaux sociaux. Le code du numérique, selon vous, peut-il y mettre un terme? Laissez-nous vos commentaires, ils nous intéressent, ça vous le savez. Et puis tout à l'heure, on va pouvoir partager quelques-uns de ces commentaires postés sur Facebook, sur Twitter ou encore par WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Parcourons maintenant quelques journaux qui nous sont parvenus ce matin. On va démarrer par le quotidien des services publics. Bien sûr, La Nation qui nous parle de microfinance et annonce qu'il y a plus de 50 millions d'appuis en matériel distribués aux couches vulnérables. Et à propos des prochaines joutes électorales, des ralliements tous azimuts au bloc de la mouvance, désormais, l'opposition donne également de la voix. Un autre quotidien, nous allons voir le journal L'Actualité. L'Actualité qui revient donc sur la rénovation du stade de l'Amitié au standard international. Le président Patrice Talon décidé à révéler le Bénin sportif après 36 ans, écrit le journal. C'est d'ailleurs l'une des priorités du chef de l'État dans le volet sportif du PAG, mentionne le quotidien L'Actualité. Et puis, congrès extraordinaire et géant Métina Kandi, le parti Alafia adhère au bloc progressiste. Alassane Seydou et Issa Salifou quadrillent donc la Liborie pour le président Patrice Talon, écrit le journal L'Actualité. Un autre quotidien. L'autre vision qui revient sur la mise en œuvre du volet sportif du PAG et annonce la rénovation du stade général Mathieu Kérékou, une rénovation déjà dans sa phase active. Le président Patrice Talon rappelle le journal tient à la conformité aux normes internationales. Un autre journal,
l'économiste. L'économiste qui revient donc sur les nouvelles au sein donc de l'espace CEDEAO, un concours pour le nom et le logo de la monnaie unique. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis, accès à l'énergie en Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale appuie le Bénin et 3 autres pays, écrit le quotidien L'Économiste. L'événement précis à présent, l'événement précis, gouvernance sous la rupture, le journal annonce les 7 exigences des opposants à Patrice Talon. Voilà, et dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, l'ESM Bénin offre des outils complémentaires à plus de 500 étudiants. On passe à un autre. On passe à un autre journal, Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui s'intéresse également ce matin à la réforme du système partisan. Plusieurs formations adhèrent à la vision du président Patrice Talon. Et puis, renforcement du plateau technique sanitaire, plus de 2 milliards investis pour les patients. La presse du jour, classement Doing Business reculé de 2 places. Le Bénin maintient toujours sa performance selon la presse du jour. Profession de médecin en clientèle privée, le journal propose les noms des 81 médecins spécialistes qui sont autorisés à exercer en clientèle privée. Et puis, vous pouvez le voir, animation de l'écosystème numérique au Bénin, Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou crée la Bénin Startup Week. Le journal Le Télégramme à présent, évasion à la prison civile de Cotonou, le régisseur limogé, 3 policiers dont une femme mise aux arrêts. À lire dans les colonnes du journal, le message du directeur de l'agence pénitentiaire, Gilles Yekpe. Et puis, rapport Doing Business, une progression sur le score de la facilité de faire des affaires. Et puis toujours à la une du même journal, de l'autre côté de l'exercice en clientèle privée, on peut lire que 81 médecins spécialistes quittent le service public. Oui. Et puis ce drame à Womé, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, un élève meurt par noyade dans le bas-fond. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout pour les quotidiens parus donc et parvenus ce jour à notre rédaction pour la une des journaux. On rappelle la question du jour, intox, désinformation, diffamation et autres sur les réseaux sociaux. Le code du numérique peut-il y mettre un terme? C'est bien la question que nous vous adressons ce jour, une question à laquelle vous pouvez répondre. Vous connaissez d'ores et déjà les canaux de communication, ils sont ouverts, c'est Facebook, c'est Twitter et puis c'est WhatsApp. WhatsApp avec le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous simplement si le code du numérique peut mettre donc un terme à l'intox, à la désinformation, à la diffamation et autres sur les réseaux sociaux. Et en parlant justement du code du numérique, on va revenir sur le sujet dans un instant dans le forum de discussion avec nos confrères qui seront en plateau. Et puis toujours au menu du forum de discussion, nous allons pouvoir revenir sur cette réforme du système partisan avec l'opposition justement qui a le vent debout, l'opposition qui s'est réunie ce week-end et également qui a fait certaines propositions. Nous allons revenir sur tout cela dans le forum de discussion, mais avant déjà, dans un instant, Ozias Sounouvou, dans la chronique, reviendra également sur cette réforme du système partisan avec ce qu'il a qualifié donc sur ceux de l'opposition. Mais avant tout cela, nous allons pouvoir recevoir dans un instant le maire, c'est bien cela, Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly-sur-Seine. C'est en France. Nous allons parler avec lui des valeurs universelles. D'ailleurs, nous l'installons tout de suite.
On vous parle donc aujourd'hui de valeurs universelles, on vous parle des ateliers de l'universel, de l'impératif de l'universalité. Et c'est bien sûr avec un grand homme de culture et pas des moindres qui a accepté d'être avec nous sur le plateau, le maire de Neuilly-sur-Seine. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous nous parlez, je l'ai dit, de valeurs universelles, des ateliers de l'universel, de l'impératif de l'universalité. Que faut-il y comprendre à travers tous ces termes? Vous savez, je me suis beaucoup intéressé à la grande histoire des expositions universelles qui ont démarré en 1851 à Londres et continuent jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, quand les expos universelles ont été inventés au XIXe siècle, le monde n'avait rien à voir avec la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Les pays n'avaient pas le même rôle, l'économie n'était pas organisée de la même manière, l'industrie, les machines arrivaient, et on s'est posé à l'époque la question de qu'est-ce que l'universel, quelles sont les valeurs qu'on partage, et quels sont les enjeux qui sont communs au monde entier, quels sont les grands enjeux sur lesquels le monde veut se mobiliser. Et il me semble qu'aujourd'hui, la manière dont on a répondu à la question au XIXe siècle mérite qu'on se pose à nouveau la question. Parce que le XXIe siècle, on le voit bien, il génère toute une série de crises. Des crises géopolitiques, vous en parlez certainement dans vos journaux, des crises culturelles, des crises d'identité, c'était un peu le thème des débats que vous aviez tout à l'heure, des crises migratoires, des crises économiques, le risque de bulles financières, d'économies financières qui échappent un peu au contrôle des États et des entreprises. Et donc, quand le monde se contracte comme ça, quand les pays se rétractent, quand le monde se tend, il faut se reposer la question, mais quelles sont les valeurs qu'on partage? Quels sont les enjeux sur lesquels on peut tous, qu'on soit européens, africains, américains, asiatiques, tous se mobiliser? Alors aujourd'hui, dans un monde dominé par un repli populiste, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore considérer comme des valeurs universelles? Je crois que le populisme, c'est un symptôme qui est vraiment important à bien regarder. Le populisme, c'est un peu la crise des identités. Quand les identités ont peur, plutôt que de rayonner, de s'ouvrir, elles se contractent. Et quand vous avez peur, vous fermez votre maison. Quand vous êtes fier et heureux, vous ouvrez les portes vers l'extérieur. Et on a l'impression que les peuples, les cultures, sont fiers de ce qu'elles ont, de ce qu'elles ont été, de leur héritage, de leurs valeurs, mais qu'elles ont peur du monde, donc finalement elles referment les portes alors qu'on est dans la mondialisation. Et moi je pense qu'un des rôles des politiques, des États, il est de reconstruire, de fertiliser nos cultures, de plus marquer nos différences, pour que finalement chacun soit serein sur son identité, fier de son identité, et puisse comme ça ouvrir et s'ouvrir au monde et partager avec le monde ce qu'il a de différent. Et je crois que l'universel, et c'est peut-être là qu'est le principal enjeu, pour répondre à votre question, le risque c'est que ça devienne l'uniformité, vous voyez, qu'on confonde universalité et uniformité, c'est-à-dire qu'on soit tous pareils. Okay. C'est le rêve probablement des grands acteurs de l'Internet, parce que si tout le monde est pareil, ils vont pouvoir vendre les mêmes produits partout en amortissant beaucoup mieux leur stratégie commerciale. Donc le risque, c'est qu'on confonde uniformité et universalité. Alors que le vrai sujet de l'universalité, c'est plutôt l'altérité, les différences. Et c'est en ce sens que chaque pays doit vraiment faire l'inventaire de chaque différence, de chaque village, de chaque culture, de chaque savoir-faire, pour venir partager ça avec le monde. Et c'est comme ça qu'on aura une mondialisation très réussie. Est-ce que vous permettez, est-ce qu'il faut avoir peur de ces replis identitaires ou bien est-ce que c'est une chance, c'est des atouts? Je crois que le repli, il est très dangereux. Vous voyez, le repli identitaire, c'est voilà, c'est comme quelqu'un qui ferme sa maison, puis qui ouvre les portes juste pour regarder, puis finalement il finit par les fermer, puis il finit par mettre des fusils derrière les fenêtres pour... Et donc le repli identitaire, il est mortifère finalement. Et en fin de compte, quand les gens opèrent ce repli identitaire, c'est qu'ils ont peur de perdre leur identité, donc ils se referment. Quand les gens sont convaincus qu'on va protéger leur identité, on va en être fiers, on va la cultiver, on va la faire prospérer, et on va exister grâce à ça dans le monde, à ce moment-là, ils ouvrent complètement. Et toutes les crises
toutes les crises géopolitiques, c'est des crises, à mon avis, des grandes crises identitaires et culturelles, et qui interpellent beaucoup les États et les acteurs politiques aujourd'hui. Vous parlez justement des États de façon concrète. Selon vous, comment est-ce que les États africains peuvent aujourd'hui prendre part à cette nécessité d'universalité? Je pense qu'un responsable politique aujourd'hui, quel que soit là où il opère, il doit se dire qu'est-ce qu'il y a de différent dans mon pays par rapport aux autres pays du monde. S'il se dit je vais faire comme les autres, il est mort. Parce que de toute façon, ceux qui veulent faire comme tout le monde, avec des puissances comme la Chine ou d'autres, qui auront toujours plus de moyens, plus de capitaux, plus de main-d'œuvre, celui qui veut faire comme tout le monde et qui veut accéder à une culture uniforme, je pense qu'il va à sa perte. Et donc, les responsables politiques aujourd'hui doivent se dire, dans mon pays, dans ma région, qu'est-ce qu'il y a de différent du reste? Qu'est-ce que j'ai et que les autres n'ont pas? Et qu'est-ce que je peux faire connaître au monde? Qu'est-ce que je partageais que les autres n'ont pas? C'est pour ça que je disais à la conférence de presse il y a quelques jours, chaque village est un atout, chaque actif est un atout, chaque savoir-faire est un atout, chaque culture est un atout, et les technologies permettent aujourd'hui de les partager avec le monde. Le petit village du Bénin qui était perdu hier, mais qui a des choses à partager, ben, il peut aujourd'hui le partager par l'Internet et par... Et le petit village du Bénin qui va dire, grâce à Internet, je vais être comme tout le monde et comme les autres, et qui renie, en fin de compte, son identité, sa culture et ses savoir-faire, je pense qu'il a peu d'avenir. Ouais. Alors, vous êtes à Cotonou actuellement, et puis vous avez pris votre bâton de pèlerin pour parcourir, disons, le monde entier, vraiment. Oui. Quel est le message que vous partagez avec les gens? J'essaye de partager ce message en disant attention à une universalité qui deviendrait une uniformité. Mais soyons à la recherche d'une universalité qui met en avant la richesse, la diversité culturelle du monde. Et peut-être que l'uniformité, c'est que ça, c'est savoir mettre en avant la diversité du monde. Pour que quand quelqu'un voyage, quand je voyage au Bénin, je suis heureux de découvrir des choses que je n'ai jamais vues, nulle part ailleurs. Si je vois au Bénin la même chose que ce que je vois en France, et que demain je verrai à Shanghai ou à Beyrouth, bon, bah finalement, je n'ai plus envie de venir au Bénin. Absolument. Et c'est là, vous voyez, le tourisme, par exemple, le tourisme mondial, on dit que le tourisme va être une des grandes locomotives de l'économie de demain. Et c'est formidable, parce que finalement, on peut accueillir de plus en plus de gens qui viennent du monde entier. Mais si on les met sur des plages, avec des cocotiers, des piscines et des petits déjeuners continentaux, bah finalement, les gens vont aller là où c'est le plus près, là où c'est le moins cher, là où ils ne vont pas aller là où il y a quelque chose de différent à découvrir. Donc je mets en garde sur l'uniformité et j'essaye d'interpeller les pays pour leur dire comment on pourrait aussi demain créer un nouveau format d'exposition universelle, quelque chose de totalement nouveau, mais qui soit finalement quelque chose qui mette en avant ces différences plutôt que d'aller vers cette religion de l'uniforme qui est l'affaire des grands acteurs de l'Internet, hein, pour qui c'est très facile, de quelques États qui ont finalement ce discours, et on a tous le risque dans nos pays d'avoir ce discours, on fait comme les autres, comme ça au moins il n'y a pas d'explication à donner sur les politiques qu'on mène, et je crois que c'est extrêmement dangereux. Mais Jean-Christophe Fromentin, pourquoi avez-vous préféré démarrer par l'Afrique et notamment par le Bénin? Vous savez, quand vous réfléchissez à l'universel, avec cette réflexion sur la diversité culturelle, vous êtes tenté à aller sur le continent le plus jeune, avec la démographie la plus dynamique, et qui a une diversité culturelle parmi les plus originales au monde. Voyez. Et vous allez dans des pays sur lesquels il n'y a pas encore cette uniformisation. Moi, chaque fois que je viens en Afrique, je suis stupéfait, admiratif de la richesse des coutumes, des héritages, des savoir-faire, des cultures, et de leur rayonnement, de l'envie de rayonner, vous voyez, d'aller vers l'autre, de jouer cette altérité. Et donc je pense que dans les expos universelles actuelles, l'Afrique ne participe pas, ou pas beaucoup. L'Afrique n'est pas candidat à l'accueil d'expos universelles, parce que je pense que le cahier des charges est beaucoup trop lourd. Il appartient au vieux monde, quelque part. L'Afrique a peu de pavillons dans les expos universelles, et je pense que les expos universelles actuelles sont devenues un peu une affaire de quelques grands pays riches et de quelques vieux pays industrialisés, et qu'il faut finalement rouvrir cette idée d'universalité au nouveau continent
Et si c'est bon pour l'Afrique, ça sera bon pour le monde. Vous voyez, je crois vraiment à ça. Parce que là, ce que je disais l'autre jour, l'Afrique cristallise beaucoup des défis qu'on a évoqués au début de notre entretien. Défis environnementaux, compliqués, défis géopolitiques, défis culturels, défis d'identité. Et donc, voilà, si on réussit à construire quelque chose avec des continents comme l'Afrique et des pays comme le Bénin, je pense que voilà, le monde suivra. La situation s'est un peu inversée. Vous voyez, hier, on a construit à partir de Londres, Paris, Chicago, Francfort, qui étaient les lieux des grandes expos universelles. Demain, on construira avec des nouveaux pays, des nouvelles villes, des nouveaux acteurs. Et on invitera le monde à partager ça. Et vous parlez justement de l'expo universelle, de l'exposition universelle. Comment avez-vous vécu, j'ai envie de dire, l'abandon de Paris pour sa candidature en 2025? Je l'ai d'abord mal vécu, vous voyez, parce que ça faisait 7 ans que je présidais cette candidature de la France à l'expo universelle avec Pascal Lamy, qui était délégué interministériel et ancien président de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu qu'on abandonnait avec un peu les codes du vieux monde. On abandonnait parce qu'une infrastructure de métro était repoussée à 2027 et donc ne permettait pas d'acheminer 50 millions de visiteurs sur l'Expo universelle en 2025. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, on raisonne, toute cette opération est construite sur des vieux codes, des grosses infrastructures lourdes et chères, une Expo universelle qui a été inventée au 19e siècle. Et je me suis dit... Voilà, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes et qu'est-ce qu'en pensent un certain nombre de continents et de pays à travers le monde. Et les jeunes me disaient, vous savez, nous, aller à une expo universelle, bon, ça aurait été intéressant il y a quelques années, mais aujourd'hui, on préfère prendre un billet d'avion, un sac à dos, et plutôt que découvrir un pays par le prisme de son pavillon, le découvrir en allant s'y promener. On préfère voir le Chili en vrai plutôt que le pavillon du Chili à l'expo universelle. Et donc, je me suis dit, finalement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de remettre tout ça à plat? De se dire, oui, l'Afrique a du mal à participer aux expos universelles parce que c'est devenu des choses extrêmement chères. Les jeunes nous disent, je préfère prendre mon sac à dos plutôt que d'aller prendre un billet pour un pavillon ou une expo universelle. Donc, est-ce que le système n'a pas vieilli? Et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller réinterroger, comme je le fais ici, à la fois des politiques, des artistes, des entrepreneurs, des journalistes, et se poser la question ensemble, s'il fallait reconstruire comme ça, avec la même audace que ceux qui l'ont eu en 1850, mais comment on la construirait? Mais finalement, Jean-Christophe Fromentin, il y a autour de, je dirais, de cette exposition, cette universalité, ce brassage interculturel. Est-ce que ce n'est pas toujours mieux de pouvoir continuer en découvrant les pavillons et tout, que de prendre son sac à dos et justement d'aller découvrir la ville? Là, il y a ce brassage quand on est tous à l'exposition universelle. Oui, mais l'idée d'un brassage, c'est de voir chaque civilisation, chaque culture dans sa forme la plus authentique. Au 19e, on n'avait pas de choix. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'Internet. Et donc, quelqu'un faisait plusieurs jours de voyage pour voir le monde qu'on avait mis dans un pavillon, dans le Grand Palais à Paris ou dans une halle. Et donc, on faisait le tour du monde en une seule fois. On y restait plusieurs semaines, souvent à l'exposition universelle. Aujourd'hui, on peut faire le tour du monde différemment. Donc, comme l'idée d'universel, c'est de pouvoir percevoir la diversité, autant la percevoir là où elle est la plus authentique, c'est-à-dire dans le pays, ce qu'on ne pouvait pas faire au 19e siècle, ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'Internet permet déjà de voir beaucoup de choses, et après on peut aller s'immerger dans les pays, dans les territoires, dans les villages, au contact des gens, et je pense que c'est ça qui est intéressant, et le brassage est encore plus authentique. Voilà. En revanche, il faut se poser la question, à quoi ça sert de monter une exposition ou un projet universel, une mobilisation universelle demain. Et moi, je pense que voilà, on peut mettre cette mobilisation du monde au service de grands enjeux, et c'est ces enjeux-là qu'il faut identifier. Oui. Avant de vous laisser partir, tout de même, vous parlez d'authenticité. J'ai bien envie de vous demander les biens culturels qui sont partis de l'Afrique pour la France ou pour l'Europe, disons-le comme ça, qui ne sont plus dans leur milieu authentique. Comment réagissez-vous par rapport à tout ça? De deux manières. Je pense qu'il faut bien entendu reprendre, quand on a la possibilité, un certain nombre des œuvres d'art qui font partie du patrimoine d'un pays. Vous faites bien de dire quand on en a la possibilité. Mais en même temps, vous voyez, je me dis, quand je visite le Louvre ou quand je visite des grands musées à travers le monde,
certains musées sont organisés par grande époque, et c'est pas inintéressant de voir 16e siècle, vous voyez, comment se construisait la culture de telle région du monde, de telle région du monde, et avoir des œuvres d'art qui sont dispersées dans le monde, c'est aussi une manière de faire rayonner son pays. Quand je vois une œuvre d'art d'un pays au musée du Louvre, j'ai aussi envie d'aller voir de là où elles sont originaires. Ouais. Et donc, voilà, c'est un compromis à trouver entre des œuvres d'art. Normalement, on devrait pouvoir restituer ces œuvres d'art au pays. Ben, je crois qu'il y a un compromis à trouver. Vous voyez. C'est entre des œuvres d'art qui doivent être restituées, mais aussi, vous voyez, il y a des pays qui sont heureuses de disperser leurs œuvres d'art dans le monde, parce que ce sont un peu les ambassadeurs de la culture d'un pays. Et donc, voilà, il y a des gens qui peuvent aller dans le musée de la ville qui est près de chez eux et qui voient le monde à travers ces œuvres d'art, et il y en a d'autres qui ont la chance de les voir de manière authentique. Après, il y a un autre débat, c'est comment ont été acquises ces œuvres d'art. Voilà. Est-ce que c'est de la spoliation ou est-ce que c'est voilà, des œuvres d'art qui ont été projetées dans le monde? Et c'est là une question plus politique, mais je crois qu'elle est déjà lancée au Bénin. Oui. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin d'être venu sur notre plateau. Merci et bon séjour à Cotonou. Allez, on va marquer une courte pause, le temps d'installer nos confrères pour le forum de discussion. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. C'était un week-end meublé d'actualités politiques, de sorties politiques, de ralliements des différents partis politiques aux divers blocs en gestation. De l'autre côté, en face, l'opposition également a donné de la voix. Oziasu Nouveau, ce jour, se propose de décrypter cette sortie de l'opposition qui, justement, a créé, je dirais, ce qu'on a appelé la coalition, une coalition donc pour la défense de la démocratie. Oziasu Nouveau, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Vous parlez du sursaut de l'opposition. Oui, enfin, on l'attendait depuis, on se posait des questions sur cette opposition, où est-elle passée, où aurait-elle disparu sous le bois. Ce qui est sûr, dans le week-end, samedi dernier, comme vous l'avez indiqué, il y a eu plus qu'un artefact, et comme on le dit en biologie, cellulaire ou nerveuse, c'est plus qu'une sortie anodine, un acte anodin. On la croyait donc agonisante, tétanisée par le branle-bas des forces pro-présidentielles qui se fédèrent sur les rails du nouveau code électoral et de la charte politique. Mais l'opposition est enfin sortie de sa léthargie ce samedi 3 novembre. Et dans une déclaration officielle dévoilée par le député Basile Ahossi, eh bien, elle formule 7 revendications au président Patrice Talon pour réclamer en gros la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Mais au-delà de ce cri pour la démocratie, qui est d'ailleurs une habile revendication en termes d'éléments de langage mobilisateur, renforcé par un réquisitoire sans concession contre la gouvernance Talon, c'est toute sa survie que joue l'opposition dans cette initiative coalisée. Sous la bannière de la CDD, la Coalition pour la défense de la démocratie, regroupant la RB, le PCB, les FCBE, le MADEP, le PLP, l'USL et autres formations politiques, les forces en rupture avec le régime de la rupture ont aussi eu l'intelligence de remobiliser les électorats des leaders exilés à Diavon, Léadi, Komikouché, Valentin Dianontin, en réclamant leur retour au bercail et une amnistie à leur endroit, sans compter la remise en cause des réformes politiques et judiciaires lancées par le régime Talon, véritable chiffon rouge au nez d'un taureau pour l'opposition. Sont dénoncés tour à tour le code électoral, la charte des partis politiques, le code pénal, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la criette. Si cette sortie coalisée offre à l'opposition aujourd'hui l'occasion d'affirmer enfin sa survie et de revendiquer sa place sur l'échiquier politique, elle suscite bien des questions sur ses conditions existentielles,
ses capacités à tenir debout pour affronter les enjeux électoraux imminents. Est-ce que l'antitalonisme légitime du reste chez l'opposition, qui est dans son rôle dialectique, peut servir de ciment durable à une réelle entente entre ces leaders éparpillés en exil pour des dossiers de droit commun? Que pourrait-elle construire sans levier financier quand on sait que sa traditionnelle télécommande de capitaux est désormais l'arme fatale contre laquelle aujourd'hui elle se bat? Qui pourra la perfuser désormais pour lui éviter l'asphyxie financière face au lourd ticket de candidature fixé par les nouvelles règles électorales quand son potentiel et providentiel leader politico-milliardaire, suivez mon regard, Adiavon pour ne pas le nommer, est condamné lui aussi à l'exil après une condamnation judiciaire? J'ai beau chercher, mes chers, j'ai beau chercher des réponses positives, une bonne nouvelle à annoncer à l'opposition. Hélas pour l'heure, je suis bien en peine d'en trouver. Je ne peux pas dire Eureka. L'équation semble donc longtemps verrouillée dans un ensemble de solutions pleines d'inconnus. J'utilise une image mathématique. Donc une équation dans un ensemble de solutions pleines d'inconnus et d'incertitudes pour l'opposition que même les mécènes les plus discrets préfèrent se ranger. Quand ils ne le sont déjà, ils ne sont déjà rangés par de fâcheuses affaires judiciaires derrière les barreaux. L'opposition aujourd'hui affiche une apparente cohésion, mais a fort à faire, car ayant affaire à forte partie le compétiteur né, ainsi proclamé par lui-même, qui a appris de longue date à l'ombre de sa vie de businessman à connaître, à maîtriser la classe politique dans ses forces et la tutorer dans ses faiblesses matérielles. Au-delà du financement de son combat politique, désormais en sursis, subsiste donc pour l'opposition à mes yeux le défi de l'intelligence organisationnelle. L'éparpillement de cette tête de pont n'y est pas un facteur favorable, encore moins la définition d'une plateforme de candidature et ou programmatique avec des partis aux identités idéologiques aussi dissonantes que celles d'un parti communiste du Bénin, aux côtés des libéraux ou social-libéraux comme la RB, le MADEP ou autres. Sans oublier que l'antitalonisme ne saurait offrir le gage certain de noces parfaites entre d'anciens adversaires potentiellement proches de cette coalition de l'opposition et aujourd'hui rapprochés, comme l'ancien président Boni Yayi et son ancien ministre Candide Azanaï, devenu dissident du désormais adversaire commun Patrice Talon, tous pourtant hier amis communs. Mais ça, c'est une autre histoire dans une autre vie. L'équation n'est décidément pas simple pour la CDD, Coalition pour la défense de la démocratie, car avant d'accomplir sa noble mission de défense de notre démocratie, il lui faut déjà défendre sa propre survie. Mission au préalable, apparemment pour le moins, à tout le moins, difficile, commencée samedi dernier seulement. Courageux sursaut d'orgueil que cet élan de survie face au champ de requiem électoral sur l'opposition, pourvu que ce ne soit juste un soubresaut en réponse au rouleau compresseur des unionistes ou bloquistes, permettez-moi ce néologisme, décidés à apporter une rude talonnade aux opposants, à moins que Boni Yayi, seul leader encore en liberté d'aller venir sur sa terre natale ou dans ses fiefs, n'ait la carte secrète qui changerait ou bouleverserait la donne politique au pays du vaudou, terre de tous les miracles. Le Bénin n'a-t-il pas toujours étonné? Wait and see, chers amis, passionnant suspense pour les observateurs politiques. En attendant, l'arbitrage bien souvent déconcertant d'un acteur qu'on oublie souvent dans nos délibérations intellectuelles, le peuple électeur. Absolument. Merci, Osias Sounouvou. Allez, nous avons juste le temps d'installer les autres pour le forum de discussion. C'est maintenant. Voilà, installez-vous. Allez-y, allez-y. Nous allons pouvoir... Maurice Tantan, venez par ici. Sans transition sur le chapeau de roue. Sans transition. Alors... Josué Merouelon, bonjour. Bonjour Josué. Maurice Tantan, le grand retour, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Maurice. Un plaisir de vous retrouver. Et puis Léonce Gamaï, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour. Alors, vous avez bien suivi le chroniqueur, mais en dehors des exigences, les 7 exigences de cette opposition, les exigences qui clouent au pilori le régime de la rupture, cela va de soi. L'opposition envisage la création d'un parti unifié et surtout une liste commune.
Quelle est la lecture que vous en faites, Josué? Non, je crois qu'à première vue, c'est une initiative à apprécier de voir l'opposition parler d'une seule voix, parler d'une voix unique, se mettre ensemble et défendre ensemble les intérêts qui sont les siens. Je pense que c'est à apprécier parce qu'on a souvent reproché aux acteurs politiques, sinon aux forces politiques de notre pays, de ne pas être, j'emprunte le mot à tout, de ne pas être dans la dynamique unitaire, de ne pas voir les choses dans une même direction. Je pense que c'est une initiative à apprécier. Mais au-delà de ça, c'est la question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la durabilité d'une initiative comme celle-là, parce que malheureusement, ce genre d'initiative voit souvent le jour à la veille des élections ou lorsque des intérêts apparents convergent et dès que chacun commence par trouver, on va dire, chacun commence par tirer son épingle du jeu, on constate tout de suite que l'effritement s'installe. Et ce qui me désole un peu dans la constitution de ce regroupement-là également, c'est que on sent que c'est, vous m'excusez du peu, comme on le dit en fond, c'est du accordion play. C'est-à-dire qu'on s'est rassemblé ça et là. C'est un ramassis. C'est un ramassis de tout. Je me demande en fait, conjoncturel. En dehors de, on va ensemble contre le régime de Patrice Talon, quel est l'autre élément fondamental qui réunit ou qui justifie? Quel est le socle aujourd'hui d'une coalition comme celle-là? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que sous d'autres régimes, on a vu des initiatives du genre germer. Souvent des acteurs qui se disent frustrés ou qui estiment que la gouvernance n'est pas la meilleure, que les droits démocratiques sont bafoués, que le résultat de la conférence nationale de 90 n'est plus respecté. Et donc, il faut se mettre ensemble, il faut aller dans une même direction. Mais vous constatez que dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent, les mêmes acteurs, ceux que vous avez vus au premier plan reviennent et commencent petitement par partir. Donc, je me dis aujourd'hui, peut-être, les circonstances s'y prêtent. Parce qu'on a peut-être quelques revendications qu'on veut bien voir le pouvoir en place satisfait. Et donc, au nom de ça, on se met ensemble. Pour moi, ce genre d'initiative doit commencer par durer dans le temps, sérieusement. S'il faut les faire juste dans l'intérêt immédiat d'une élection ou juste parce qu'on a besoin de défendre des causes immédiates, pour moi, ça ne semble pas assez solide. D'accord. Maurice Tontin, vous pensez la même chose? Parce que ce qu'on reproche à l'opposition, on peut bien le reprocher également à la mouvance. Lorsque Josué parle d'un mélange hétéroclite, hétérogène, de gens qui... On retrouverait la même chose dans la mouvance d'aujourd'hui. Absolument, Serge, vous avez entièrement raison. Et moi, j'aime bien écouter l'analyse de Josué, mais en même temps, la question fondamentale, c'est sur le bien fondé même des blocs, de la constitution des blocs aujourd'hui. Parce que même quand vous prenez la mouvance présidentielle, vous vous rendez compte que c'est aussi un ramassis. Vous voyez les gens aujourd'hui qui, en réalité, n'ont rien à faire ensemble, mais parce qu'il y a un intérêt aussi commun, nécessité de converger ensemble pour le moment, on se met ensemble. Et je suis sûr que, à la fois, les blocs qui vont se constituer au niveau de la mouvance présidentielle, mais aussi le bloc qui est en train de naître au niveau de l'opposition, ne va pas durer dans le temps. C'est des choses qui sont... c'est des groupes qui vont très rapidement aussi se disloquer parce que les intérêts personnels vont rapidement prendre le dessus et vous allez voir, il y a aujourd'hui la charte des partis qui impose cela et tout le monde se range dans cette dynamique-là et sans vraiment, je pense que réellement derrière, il n'y a pas une vraie volonté, mais une obligation d'aller vers cette constitution de bloc. Et moi, je crains que dans l'avenir, ça ne dure pas. Alors, Léonce, l'opposition est sortie de sa léthargie. On a vu des gens qui, hier, étaient ennemis et aujourd'hui veulent combattre un seul homme. Patrice Talon, est-ce que vous avez l'impression que c'est juste un regroupement plutôt, je dirais, qui a un seul objectif, critiquer la gouvernance et demain, comme le disaient les autres, disparaître? Pardon, dans les deux camps, dans l'opposition comme au sein de la mouvance, je pense que ça fait partie de ce que nous redoutons. On
on constate ou on estime que exigence du code électoral, exigence de la nouvelle charte des partis politiques, les différents acteurs politiques se mettent ensemble, mais au lendemain des élections législatives et en fonction des résultats des élections législatives, il pourrait y avoir des défections, il pourrait y avoir réaménagement ou il pourrait y avoir réaménagement du paysage politique. Mais au-delà de ça, ce que je pourrais noter, c'est quand même l'opposition n'était pas en léthargie. Lorsque vous suiviez les différentes sorties, notamment je crois que le député Guy Bitokpe l'a dit à maintes reprises, il disait que l'opposition se concertait, l'opposition se consultait, et qu'en son temps, l'opposition allait